Hello and welcome, everyone. Thanks for joining this Global Bonjour et Investigative Journalism Network bienvenue à tous. webinar, which is about Merci d'avoir investigating rejoint ce non-community webinaire du studies GIGN in qui the va porter sur Westervelt les and enquêtes relatives investigative au changement journalist climatique. Je and the suis Amy founder of Westervelt, Drilled, je suis a journaliste global d'investigation et fondatrice de investigative Drilled. independent newsroom focused C'est on euh, climate. une salle So de this is rédaction what we're going to talk internationale about today. indépendante qui se concentre As a sur le lot of climat. you may already know, the fossil Nombre fuel d'entre vous industry le plays a savent, central role in the climate l'industrie crisis, de accounting l'énergie for over fossile joue un rôle central 75% dans la of crise global climatique puisqu'elle greenhouse gas représente plus de emissions and 75% 90% des of émissions carbon mondiales de gaz à effet de dioxide. serre et 90% des Despite émissions de international dioxyde de pledges to carbone. achieve net zero Malgré les engagements emissions, internationaux en matière consumption of oil, gas, and d'atteinte coal continues to d'un rise, système à driven in émissions part by demand and in zéro part by net, la a consommation de concentrated pétrole, de network gaz et de of charbon continue influential d'augmenter sous corporations and l'impulsion d'un réseau state-owned concentré entities. d'entreprises influentes Investigating et that d'entités publiques. complex and opaque industry Enquêter sur requires the ce tasks of secteur journalists seeking complexe to et uncover opaque est hidden une tâche agendas, greenwashing cruciale pour les campaigns, journalistes and qui the deep cherchent impact à of fossil fuel production on identifier les our intentions cachées, les communities. campagnes GIJN, working with some of the de best journalists in the field, has recently verdissement published its et new l'incidence Reporter's réelle de la Guide to production des Investigating énergies Fossil fossiles sur les Fuels. It's a communautés really vulnérables. Le amazing GIGN, en resource. It's a collaboration avec collaboration of investigative des meilleurs journalists, journalistes du other domaine, a récemment investigators, and publié other son nouveau public guide du interests, journalisme and it pour provides enquêter sur les context énergies and fossiles. Ce practical guide, advice to enable better fruit de la collaboration investigations of the entre fossil journalistes fuel industry's d'investigation et role in d'autres the enquêteurs climate. d'intérêt public, The vise à fournir des responsible place to contextes et begin des with conseils support pratiques pour was permettre de meilleures Journalism enquêtes sur Colombia. l'industrie des énergies fossiles dans I'd le like monde to entier. Il a introduce pu être today's réalisé grâce au speakers. soutien All of them généreux are de authors Journalism Fund on Europe. GIJN's J'aimerais vous guide. présenter I'll introduce les them in the orateurs order that d'aujourd'hui they're qui sont going to tous speak, and I'll keep this des very auteurs short. First, we have du Jeff guide sur Dembicki, les who is an énergies investigative fossiles. climate Il y change aura reporter Geoff from Dembitsky, Alberta, qui est Canada, journaliste d'investigation sur le home changement to the climatique. Il largest vient oil sand d'Alberta, au deposits in the Canada, où world. se trouvent He is les plus global grands managing gisements de editor sable and bitumineux reporter du at monde. Il est DeSmog. rédacteur en His chef et work reporter à details De the Smog, industry's influence on et climate son travail se penche policy. sur He l'influence de highlights the l'industrie sur les consequences politiques of climatiques et met en unchecked lumière corporate les conséquences des practices. pratiques incontrôlées Megan des Darby is a entreprises. writer and Megan strategist on Darby est IIS's rédactrice et Energy stratège Program. au Before sein du joining the programme organization, énergie she was de editor of Climate Home News, an l'IISD. Avant de award-winning rejoindre cette independent organisation, elle media était outlet rédactrice en chef de specializing Climate in Home the News, un international journal politics and indépendant diplomacy primé. of the climate C'est un média crisis. spécialisé dans la politique And then we have internationale et la Benny Coop, who's a diplomatie reporter de from la crise Argentina, climatique. Puis nous avons specializing in the Fermín Coupe, environment and climate reporter change. argentin Based spécialisé in dans Buenos Aires, l'environnement et le he's changement the Latin climatique. Il America est basé managing à editor at Buenos Dialogue Aires et il est Earth. rédacteur en chef pour He's l'Amérique also the latine de co-founder Dialogue of Earth. Claves C'est également le 21, a cofondateur de network of Claves environmental reporters in 21. Latin America, C'est and un he's réseau a de journalistes professor on environnementaux en Amérique latine university's et il est professor professeur de of journalisme à journalism. l'université. Alors, Before we start, a little bit of avant de information débuter, j'aimerais about vous the donner Global quelques Investigative informations à Journalism Network propos in case you do not du already know GIJN pour ceux that. d'entre vous qui ne le GIJN connaissent is pas the encore. Le largest global network GIJN of est le plus grand réseau nonprofit international investigative journalism d'organisations de organizations, journalisme d'investigation with à but non lucratif, 251 avec member organizations in 251 95 organisations membres countries, dans but it works with 95 pays. journalists everywhere. Mais le GIGN Nonprofits collabore and avec des journalistes de par le monde, commercial dans des organizations organisations à and but with non lucratif, des freelancers. entreprises commerciales It has an et dans des extensive médias, et range of avec des resources and tip journalistes sheets, indépendants. Il dispose really d'un such a great large éventail resource de to help ressources et de journalists fiches de worldwide. conseils pour You aider can les check all journalistes of du this monde out on entier, que vous pouvez consulter sur le site du gijn.org. GIGN, For this gign.org. webinar, I would also like to Pour remind ce attendees webinaire, that we have j'aimerais vous live rappeler que nous avons de interpretation from l'interprétation English en to direct de Arabic, l'anglais vers French, l'arabe, le Spanish, français and et back. So l'espagnol. if you would like to use these services, please click on Alors, the si vous souhaitez interpretation utiliser ces button at the services, vous bottom pouvez of the Zoom utiliser screen la fonctionnalité and en select cliquant the sur language you le prefer. globe en bas de l'écran et We sélectionner la langue also de want to votre hear choix. from you guys in the Nous voulons audience. So également first, when we écouter have vos everyone questions. present, we'll have a Donc, little bit of il y aura discussion d'abord amongst la ourselves, and then présentation, we'll open it up puis for questions from all of nous poserons you. des questions You can start writing your dans un format table questions ronde, puis now in the Q&A nous box, and we'll get to as many poserons as we vos can. questions. When the Vous speakers are pouvez les poser finished, désormais dans la boîte GIJN's questions-réponses et Malgani nous will tenterons join d'y us répondre on à un screen to maximum. moderate Lorsque les orateurs questions. auront terminé, Finally, Malgani va please nous note rejoindre pour we'll be modérer la recording this discussion. session for Et posting enfin, later nous on allons YouTube. enregistrer cette session pour la publier plus So, tard sur it'll be YouTube. there for forever. With that, let's start. Take it away, Jeff. Jeff, à toi la parole. Hello, everybody, and thanks so Bonjour, much for having me today. It's merci de m'avoir awesome invité. and C'est exciting vraiment formidable, c'est vraiment opportunity to enthousiasmant pour address moi que journalists all de over the world, pouvoir parler à des and journalistes de par not le something I monde. get to do very Ce n'est pas often. quelque So chose que j'ai I feel l'habitude very de privileged to faire, que j'ai la be here chance de pouvoir today. faire. Donc c'est un véritable And privilège. my
Ma présentation va se concentrer principalement sur la façon dont on peut évaluer les engagements climatiques des entreprises et comment on peut les contrôler.
ces dernières années, il y a eu toute une série de promesses ébouriffantes des grandes entreprises pétrolières ou gazières. Il y a des objectifs net zéro. Il y a des promesses d'investissement dans la technologie de piégeage et de stockage du carbone, de réduction des émissions de méthane. Donc cela fait beaucoup à appréhender, notamment parce que ces entités utilisent différents indicateurs, différentes méthodes de calcul. Initialement, lorsque j'ai commencé à me pencher sur tous ces éléments, il y a quelques années, lorsque tous ces engagements climatiques, toutes ces promesses climatiques ont commencé à s'amonceler, eh bien, j'ai fini par établir un cadre assez simple d'évaluation de ces promesses. En gros, si une entreprise promet euh, d'aider à lutter contre le changement climatique, mais qu'en même temps, cette entreprise étend sa production de pétrole, de gaz et de charbon, eh bien, je pense que l'on peut dire avec une certaine exactitude que ce programme climatique euh, ne va pas euh, répondre aux attentes qui l'ont fait naître. Donc, je vais désormais illustrer ce propos avec quelques exemples qui viendront approfondir la question et qui vous donneront un peu plus d'informations pratiques. Il y a quelques années, moi je suis implanté au Canada. C'est là où il y a le plus grand euh, euh, gisement de sable bitumineux de la planète, après l'Arabie Saoudite et le Venezuela. Lors des négociations de la COP à Abu Dhabi en 2023, il y avait un représentant du secteur qui représentait les 6 plus grandes entreprises qui exploitent des sables bitumineux. Et il était là à la COP et il a fait valoir que le secteur était prêt à lutter contre le changement climatique et qu'ils avaient un plan pour atteindre l'objectif zéro émission nette. Et donc je me demandais, c'est bizarre, qu'est-ce que fait ce type qui travaille dans le secteur du pétrole et du gaz à cette conférence sur le climat? L'exploitation des sables bitumineux au Canada est une des sources principales d'émissions du pays et c'est une des raisons principales pour lesquelles le pays ne peut pas atteindre cet objectif d'émission. Donc je me demandais s'il y avait peut-être le moyen d'identifier l'honnêteté des promesses de ce secteur ou s'il y avait autre chose qui se cachait derrière cela. Alors, dans un premier temps, j'ai voulu mieux comprendre comment le secteur des sables bitumineux présentait ses promesses au public. Amy Westervelt et Drilled ont enquêté là-dessus. Et en réalité, le secteur du gaz et du pétrole ont véritablement créé le cadre de communication pour ce type de promesses. Et cela a inspiré beaucoup d'autres secteurs. Donc, il est intéressant de voir comment ces entreprises font la publicité de leurs promesses. Donc, moi, j'aime bien utiliser comme ressource la bibliothèque des publicités Facebook, Facebook Ad Library. Et cet outil vous permet de mener des recherches sur les publicités qui sont financées par des entreprises sur Facebook et le type de public qui est visé par ces publicités. Lorsque j'ai commencé à mener des recherches sur Pathways Alliance, c'est l'association qui représente ces 6 grandes entreprises canadiennes, et cette entreprise, Pathways Alliance, faisait valoir qu'ils allaient atteindre l'objectif zéro émission nette en 2050. Donc je me suis dit que c'était une déclaration audacieuse, mais cela me permettait de comparer cela aux efforts des entreprises et s'ils allaient
pouvoir vraiment respecter leurs objectifs énoncés ou s'ils allaient échouer. Alors, dans le secteur de la publicité, eh bien, il y a beaucoup de marge de manœuvre pour dire ce que l'on veut, dans une certaine mesure. Mais les entreprises, quant à elles, doivent être beaucoup plus précises auprès des investisseurs et des régulateurs lorsqu'ils énoncent leur programme climatique. Lorsqu'une entreprise dit qu'elle veut atteindre le zéro émission net, cela implique des investissements considérables qui auront une incidence financière sur l'entreprise. Et cette entreprise doit fournir davantage de détails aux investisseurs. Elle ne peut pas tromper ses investisseurs ou elle pourrait être traduite en justice. Une des ressources utiles identifiées au fil des années pour récupérer davantage de détails quant au programme climatique des entreprises vient d'un site web qui s'appelle CDP, le projet de divulgation climatique, Climate Disclosure Project. C'est une initiative de plan international qui permet aux entreprises de soumettre volontairement des rapports sur leurs progrès en matière de lutte contre le changement climatique. Ils peuvent également identifier les champs pour lesquels ils sont euh, en danger. Ils peuvent également mettre le doigt sur différentes omissions. Et en règle générale, ces rapports contiennent beaucoup d'informations très utiles, pas simplement pour les investisseurs, mais également pour les journalistes. Lorsque je me suis connecté sur le site web du CDP, eh bien, il faut dans un premier temps créer un compte, mais c'est facile. Et lorsque vous avez un compte, vous pouvez mener des recherches sur les entreprises de votre choix. Et vous pouvez également consulter des rapports soumis par des entreprises publiques. Donc, je me suis penché sur des rapports CDP des premiers producteurs de sable bitumineux du Canada. Donc, je me demandais si ces entreprises disaient la même chose aux investisseurs que ce qu'ils disaient dans ces publicités Facebook. Donc, je me suis tourné vers l'entreprise Suncor et j'ai vu qu'il y avait des éléments assez intéressants. Suncor, cette entreprise canadienne, était beaucoup plus directe dans son rapport CDP. Bon, je périphrase ici, mais l'entreprise a dit quelque chose de cet acabit. L'entreprise dit qu'elle allait faire de son mieux pour réduire les émissions au Canada, mais ne vous inquiétez pas, cela ne va pas avoir une incidence sur notre production de gaz et de pétrole. En effet, nous attendons à augmenter nos exportations vers les pays en voie de développement. Et si les États-Unis ou le Canada sont agressifs en matière de réglementation, ou si les véhicules électriques sont populaires, eh bien, il y aura encore des débouchés dans des pays où la réglementation est différente. Donc, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de très intéressant, c'était une fenêtre intéressante euh, dans l'analyse de ce que font ces entreprises. Donc, je les ai contactés, Suncor et Pathways Alliances, mais ils ne m'ont jamais répondu. Donc, j'ai publié une histoire sur DeSmog qui citait le rapport CDP de Suncor. Et je l'ai mis en porte-à-faux avec ce que disaient les investisseurs. Et j'ai comparé cela à ce que disait l'entreprise dans ses promesses climatiques dans les publicités Facebook. Et l'un des derniers éléments que j'ai déployé, c'était un effort d'identification des communications de Suncor et de Pathways Alliance avec le gouvernement du Canada. Donc, ce peut être une bonne idée pour avoir davantage d'informations sur les engagements climatiques d'une entreprise. Lorsqu'une entreprise rédige de la nouvelle réglementation en matière de changement climatique, ils vont demander des contributions de la part du secteur industriel. Dès lors, vous pouvez vous connecter sur un site web et mener des recherches pour trouver des soumissions. Donc, j'ai pu en trouver deux des soumissions.
Pathways Alliances, cette association représentative des 6 majors canadiens, avait publié un rapport qui faisait état des projets de ce groupe industriel. Dans un de ces rapports, le groupe disait qu'ils étaient prêts à réduire leurs émissions, mais qu'ils n'étaient pas du tout prêts à réduire leur production de gaz et de pétrole. Au contraire, ils voulaient augmenter sa production de gaz et de pétrole. Donc je me demandais comment cela était possible. Comment peut-on atteindre un objectif climatique pendant que la production de gaz et de pétrole augmente? Donc je me suis penché davantage sur ce point et tout le temps, lorsque le secteur parle d'émissions zéro net, il parle de leurs opérations seulement. L'utilisation du matériel qui sert à extraire le gaz et le pétrole, et pas l'utilisation qui est faite de leurs produits, qui représentent 90% des émissions. Par exemple, chaque fois que vous brûlez de l'essence dans un moteur de voiture, eh bien, ces émissions ne sont pas prises en compte. Donc, j'ai écrit une autre histoire sur DeSmog. J'ai contacté Pathways Alliance pour un commentaire. Ils ne m'ont pas répondu. Alors, pour résumer tout cela, in Canada started to run investigations into the net zero climate promises of the industry. And then last year, the federal DeSmog a parlé des activités de l'industrie. Et l'année dernière, le gouvernement du Canada a publié une loi d'interdiction du verdissement. Grâce à la couverture médiatique qui en a été faite, on interdit aux entreprises de faire des promesses liées à des émissions net zéro ou à d'autres objectifs environnementaux sans que l'on ne puisse l'étayer par une méthodologie reconnue. Une fois que cette loi a été adoptée à DeSmog, on s'est tourné vers le site web Pathways Alliance et ils avaient retiré toutes les références au zéro émission net et toute référence à la réduction d'émissions de ces opérations. Donc on s'est dit que c'était très intéressant. Donc je vais m'en tenir ici, mais il y a beaucoup plus d'informations dans mon chapitre. Merci. Awesome. Thank you, Jeff. Très bien, merci we beaucoup. have Megan. Merci, Jeff. Nous poursuivons Thanks, Amy. avec Megan. Thanks, Jeff. That's really Merci, interesting Amy. example of Et merci, impact Jeff, there. pour cette présentation tout à fait I'm going to talk a captivante. bit about Pour ma part, how governments shape the j'aimerais operating vous parler environment for fossil fuel de ce que le companies gouvernement met en and place the pour les markets entreprises for fossil actives dans fuel le secteur du products. gaz et du pétrole. Et je vais également vous parler des éléments relatifs au marché. First of all, just quickly, En premier lieu, très rapidement, let's have a bit of international context. je vous propose de planter le This is a décor blast from the au niveau past, international. 10 years ago. Feels Donc like a voici une photo qui lifetime. remonte à environ 10 ans. This is the Ça a l'air Paris encore plus Agreement. ancien peut-être. Il s'agit de l'accord de Paris. But these are some of the things that governments have signed up to. Donc voilà certains des éléments sur lesquels les gouvernements se sont engagés à cette occasion. Ils se sont engagés à rendre les flux financiers cohérents avec les trajectoires visant à abaisser les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir une action résiliente sur le plan climatique. À Glasgow, en 2022, ils se sont engagés à accélérer la sortie des subventions pour les combustibles fossiles et à Dubaï, ils se sont également engagés à reconnaître la nécessité de passer à une transition vers des systèmes énergétiques plus propres avec une élimination progressive des combustibles fossiles. Bon, alors effectivement, il y a eu de longues négociations. Avant ces résultats, ces engagements se sont exprimés sous forme d'émissions et il y a eu une certaine réticence à l'heure de donner des valeurs chiffrées, de rappeler le niveau de ces émissions. Et donc, effectivement, déclarer qu'on souhaitait sortir des énergies fossiles, c'était quand même un événement tout à fait notable.
Et donc, l'ensemble de ces déclarations repose sur les mesures de mise en œuvre qui sont déployées par les États. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un plan quinquennal qui est mis à disposition par les gouvernements s'agissant de l'action climatique. Et donc, l'idée est de devenir de plus en plus ambitieux au fil du temps. Et on sait que si l'on fait le calcul, on s'aperçoit qu'on est loin de ce qui serait nécessaire pour stopper le changement climatique, mais on espère se rapprocher du but. Voilà, donc peu ou prou la teneur de l'accord de Paris. Passons-en à la réalité des choses. Je ne parle pas uniquement de Donald Trump qui est sorti de l'accord de Paris. Bon, pour l'instant, sur le plan technique, les États-Unis sont encore engagés par cet accord, puisqu'il faut un an avant de pouvoir en sortir. Non, cela remonte à plus loin encore. Les États-Unis ont effectué un véritable changement de cap. Et il n'y a pas, de fait, de décroissement de ce soutien accordé aux combustibles fossiles. Au contraire, il semblerait que la réalité ne soit pas à la hauteur de ces engagements. Et donc, il faut mentionner les subventions, notamment. Donc, les subventions au niveau de la consommation, avec, par exemple, des prix fixes pour les carburants pour le transport. Et puis, même si les prix du pétrole se renchérissent à l'échelle planétaire, eh bien, le gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir un niveau raisonnable, un niveau bas, les prix. Et donc, vous constatez qu'en 2022, les subventions pour ces combustibles ont connu une hausse drastique. Et donc, on s'aperçoit que c'est particulièrement marqué pour le gaz et pour le pétrole après l'invasion russe en Ukraine. Donc, effectivement, il y a eu des perturbations importantes au niveau des chaînes d'approvisionnement. À droite de cet écran, vous avez le prix du pétrole. Donc, cela vous donne une idée de l'évolution de ces prix et ça donne également une bonne image de l'évolution plus générale des prix des combustibles fossiles. Puis, je voulais revenir également sur les mesures de soutien de la part du gouvernement. Donc, parmi ces subventions, on trouve également des subventions au niveau de la production pour l'extraction des combustibles fossiles. Et ces subventions sont en général plus rares que les subventions à la consommation, mais peuvent avoir une incidence encore plus profonde. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles viennent en fait réduire les risques pour l'industrie. Il est donc plus sûr pour le secteur privé de procéder à l'extraction de ces combustibles. Et puis en bleu clair, vous avez les investissements mobilisés par des entreprises publiques, donc les compagnies nationales, les régies publiques qui utilisent le charbon, par exemple. Et en jaune, vous avez les financements publics internationaux qui ont connu une légère baisse. Et vous avez donc les crédits à l'exportation. Alors effectivement, le coût réel est plus élevé. Si vous examinez uniquement le soutien gouvernemental, il se chiffre à quelques 2 billions par an, alors que le FMI, lui, parle de 7 billions en 2022. Et si vous tenez compte de l'extraction, du torchage des gaz, de ses répercussions sur la société, eh bien, on s'aperçoit très clairement que les coûts sanitaires, avec les hospitalisations, des personnes qui souffrent d'asthme, qui respirent la pollution atmosphérique à plein poumon, eh bien là, le prix est encore plus élevé. Donc, il y a différentes méthodes de calcul, mais le FMI procède de la façon suivante. Donc, effectivement, on fait une comparaison par rapport aux engagements qui sont pris dans le cadre de l'accord de Paris et on fait les calculs nécessaires. Donc, pour atténuer ces coûts, il s'agit de réglementer, il s'agit également de développer des mesures fiscales. Bon, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte que les pollueurs paient, ce qui signifie que cela vient renchérir donc, les prix des combustibles fossiles et cela rend également l'énergie propre plus attrayante. Mais c'est très complexe, d'autant plus que les consommateurs se chauffent encore grâce à ces combustibles fossiles, cuisinent encore grâce à ces combustibles. Donc, il est très difficile de les inciter à éliminer progressivement la consommation de ce type de combustible.
J'ai sélectionné plusieurs exemples dont je vous propose de prendre connaissance et qui mettent en lumière différents aspects de ce que je suis en train de vous exposer. Donc, il y a tout d'abord les zombies du code fiscal américain. Pourquoi les subventions pour les combustibles fossiles sont impossibles à supprimer? Il s'agit d'un article du New York Times. Donc, avec un petit peu de recherche, voilà le genre de publication auquel vous pouvez parvenir. Donc, il s'agit des allègements fiscaux qui sont proposés, qui viennent soutenir la production de pétrole ou de gaz. Donc, 14 milliards de dollars en 2022 pour les États-Unis. Donc, on replace les choses dans le contexte avec quelques éléments historiques. On remonte jusqu'en 1913 avec les efforts consentis par les lobbyistes de ce secteur. Et puis, on y trouve également une définition de ce qu'on entend par subvention. Donc, des dispositifs fiscaux qui favorisent l'extraction et le forage de pétrole et de gaz. Bon, les représentants de l'industrie ne sont pas d'accord avec cette définition, évidemment. Et donc, ils disent que chaque secteur dispose d'arrangements fiscaux et que ça n'a rien de différent. Donc, il s'agit en tout cas de politiques qui sont favorables à ce secteur. C'est un simple exemple parmi d'autres. Bon, il y avait effectivement ces engagements qui avaient été pris par le président Biden qui souhaitait renoncer à ces subventions. Mais on voit qu'il y a effectivement des réticences assez marquées à cette sortie des combustibles fossiles. J'en arrive à l'exemple suivant. Donc, si l'on est en mesure de mettre en place une équipe multidisciplinaire avec des ressources adéquates, voilà le type de résultat qu'on peut obtenir. Donc, il s'agit d'un projet qui était couronné par une récompense, Choking Kurdistan. Donc, il s'agit d'images satellites qui révèlent le niveau de pollution atmosphérique et qui s'assortissent de reportages réalisés sur le terrain avec des médecins, des résidents, des habitants pour mettre en lumière l'impact profond sur la santé des habitants du torchage de gaz. Et on revient également sur la question de ces subventions implicites. Puisque le gouvernement local n'honorait pas son engagement consistant à mettre un terme à ces pratiques de torchage de gaz, puisqu'il n'y avait pas de réglementation qui viennent mettre des bâtons dans les roues aux producteurs, eh bien on s'aperçoit que c'était finalement les habitants qui payaient le prix de la facture et qui voyaient leur santé gravement impactée. Donc, on revient également sur les tensions géopolitiques qui pèsent sur cette région et qui ont également une incidence sur le gouvernement local. On met en lumière les possibilités technologiques de solutions qui ne sont pas mobilisées. Donc là, c'est vraiment une publication très intéressante. C'est du journalisme très puissant. Il est vrai que le gouvernement a réitéré son engagement vis-à-vis de cet objectif. Il a déclaré maintenir cet engagement. Mais l'idée, c'était vraiment qu'il y ait une couverture médiatique plus ample, une sensibilisation au niveau de la région s'agissant de ces pratiques. Il s'agissait d'avoir une véritable reddition de comptes, de mettre ces acteurs face à leurs responsabilités. Donc, on voit que l'absence de réglementation, les failles au niveau de la gouvernance ont des répercussions graves sur les communautés au niveau local. Qu'en est-il des ressources? Si vous souhaitez creuser un peu plus avant et voir ce qu'il en est de votre propre gouvernement par rapport aux combustibles fossiles, voici quelques exemples de ressources qui pourraient s'avérer utiles. Vous avez tout d'abord le tracker de subventions combustibles fossiles qui vous donne des données chiffrées pour chaque pays ou pour des ensembles régionaux, comme par exemple le G7. Différents groupes de revenus. Vous avez une ventilation donc, par combustible également qui vous est proposée. Si vous souhaitez approfondir vos connaissances sur différentes mesures, vous avez l'inventaire de l'OCDE qui rassemble 51 pays.
Vous avez également l'AIE avec les subventions à la consommation pour 42 pays qui sont analysés par l'Agence internationale de l'énergie. Et donc, vous avez le prix de référence à l'international, le prix payé par les consommateurs en tel ou tel endroit et l'écart provoqué par les subventions. Puis vous avez également le FMI qui propose une analyse s'agissant de ces écarts différentiels de prix avec ces subventions implicites pour 170 pays. La base de données énergie finances publiques pour les gouvernements du G20, puis vous avez également toute une kyrielle d'ONG, de groupes de réflexion qui travaillent dans ce domaine. La liste n'a rien d'exhaustif. Mais voilà, c'est simplement certaines ressources que je souhaitais partager avec vous et qui peuvent s'avérer utiles si vous travaillez sur ce type de publication. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup. Nous poursuivons avec Fermine. Merci. Merci à toutes et à tous. C'est toujours très fructueux de pouvoir échanger avec des collègues d'autres régions du monde. Tout d'abord, je souhaitais remercier tous ceux qui ont participé à ce projet, tous ceux qui travaillent également en coulisses et qui n'ont pas ménagé leur peine. Je suis vraiment très reconnaissant à tous ceux qui ont apporté leur pierre à l'édifice avec ce résultat, ce guide qui constitue une véritable source, une mine d'informations pour les journalistes. N'hésitez pas à consulter également le site Internet. C'est la première fois que vous participez à ces webinaires. Il y a vraiment une mine d'informations tout à fait précieuse. Donc, merci vraiment d'organiser ce webinaire. Je vais m'efforcer de partager mon écran. Nous y voilà. Okay, Nous y so sommes. I'm going to do a little bit of a teaser of the chapter. Je vous donne un avant-goût du chapitre dont j'avais la responsabilité puisque je n'ai que quelques minutes de temps de parole. Mais vraiment, à la première occasion, je vous invite à vous familiariser avec ce guide et à lire ces différents chapitres. Comme je le disais, c'est vraiment très intéressant. Pour ce qui me concerne, ce que j'ai fait dans mon chapitre, c'est que j'ai en fait examiné ce qui se passait du côté des solutions qui sont mises en avant par l'industrie afin de réduire les émissions. Là, c'est une liste assez fouillée, cela balaye large. On parle notamment de compensation, de captage et stockage du dioxyde de carbone. Bon, alors évidemment, Megan a déjà mentionné quelques éléments. Et ce qu'on s'efforce de faire dans ce chapitre, c'est vraiment de donner des éléments de perspective pour qu'on puisse faire plus sur le fond de la recherche dans ce domaine. Donc, il y a de nouvelles possibilités qui se font jour. Et il est vrai que l'industrie met en avant certaines mesures, mais ça prend de longues années avant que ces possibilités se concrétisent. Donc, je souhaitais revenir sur ces éléments dans le cadre de ce chapitre et dire qu'il faudra faire encore plus au niveau de la recherche à l'avenir. Bon, il est vrai qu'on a déjà fait beaucoup, mais je crois qu'on peut faire plus encore. Et c'est un domaine qui est intéressant à creuser. Voilà, j'ai pensé que ça pourrait susciter votre intérêt. Et donc, je donne quelques exemples dans ce chapitre. Le chapitre va plus loin, bien sûr, mais je vais vous revenir sur quelques éléments. Vous avez 6 ou 7 domaines pour lesquels on effectue un zoom, mais là, je vous propose de revenir sur 3 de ces domaines, mais bien sûr, le chapitre est bien plus complet. Puisque le temps qui m'est imparti est limité, il a fallu faire un choix. Alors, Jeff en a parlé tout à l'heure. On a parlé de neutralité carbonique, du net zéro et de la compensation des émissions, avec les absorptions au niveau de l'atmosphère notamment. Vous savez que les chercheurs et les spécialistes n'ont que ce mot à la bouche. On parle toujours de neutralité carbone. Vous voyez ce qui a été dit au niveau du GIEC. Donc, c'est un concept scientifique, mais depuis plusieurs années, dans les sphères politiques, c'est également devenu un concept économique sous l'impulsion des entreprises et des gouvernements qui font beaucoup appel à ce concept. Et vous verrez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont des objectifs de neutralité carbone, gouvernement également, à l'horizon 2050. Et donc, ce concept peut s'avérer tout à fait vague, parfois très opaque,
Et je crois qu'il faut toujours le voir d'un œil assez critique lorsqu'on l'analyse pour s'efforcer d'identifier ce que recouvre ce concept. Alors, il y a des entreprises qui n'ont pas pris d'engagement pour opérer cette transition, mais si l'on examine de façon plus spécifique les objectifs chiffrés, on s'aperçoit que souvent, ils ne précisent pas ce que ces objectifs recouvrent. Et notamment les émissions de catégorie 3, qui sont souvent les grandes absentes. Donc là, c'est vraiment la plus grande catégorie d'émissions émanant des combustibles fossiles. Donc il y a beaucoup à faire pour ce qui relève de la neutralité carbone. C'est vraiment un domaine qui est intéressant à examiner. Donc il y a différents papiers qui ont été publiés et nous, on vous propose une kyrielle d'exemples des quatre coins du monde dans ce chapitre, s'agissant des différentes recherches qui ont été réalisées. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis entretenue avec des reporters à l'international qui ont réalisé des articles d'investigation et qui les ont partagés également avec moi. Donc, si vous êtes complètement nouveau venu en la matière, je crois que c'est une bonne ressource pour vous, parce que vous allez pouvoir prendre connaissance de beaucoup de recommandations, de tuyaux émanant de journalistes des quatre coins du monde. Donc, effectivement, la neutralité carbone, c'est un angle pour aborder la chose. On peut également parler de l'utilisation du gaz. Là, en termes de journalisme d'investigation, c'est également très intéressant. Il y a différentes façons d'aborder la chose. Bon, alors on peut parler du gaz vert, comme le font certaines entreprises, ou de gaz naturel. C'est néanmoins effectivement un combustible fossile qui est également utilisé comme énergie de transition, ce qui constitue une terminologie qui est contestée par les universitaires, par les spécialistes, par la société de façon plus générale. C'est également un domaine de recherche assez intéressant. Donc là, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des fuites de méthane qui peuvent advenir. Et donc, je crois que c'est vraiment intéressant comme piste de réflexion. On peut voir ce qui se passe, par exemple, au niveau des pays européens dans le domaine du gaz. Il y a beaucoup de gouvernements qui insistent pour utiliser le gaz comme technologie ou énergie de transition. C'est vraiment une sorte de valse hésitation avec des allers-retours incessants. On peut parler également du Brésil, où là aussi on a vraiment une montée en puissance des combustibles fossiles. Donc on s'aperçoit que c'est une cible mouvante que celle du gaz naturel. Et dans ce chapitre, vous avez différentes anecdotes ayant trait à des entreprises qui vendent du gaz à leurs clients et qui présentent ce gaz comme du gaz vert, du gaz naturel dans certains cas de figure, et qui demandent et on s'aperçoit que les compensations qui sont proposées ne sont pas de véritables compensations. Donc là encore, il y a eu vraiment des publications tout à fait intéressantes sur ce genre d'histoire. Et l'autre domaine que je souhaitais souligner, bon, effectivement, ce n'est qu'un exemple parmi d'autres dans ce chapitre, mais je voulais revenir sur la question des compensations. Là, c'est un domaine important, les crédits de compensation qui sont tout à fait intéressants, notamment sur le plan de la recherche. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? Qu'est-ce que c'est que la compensation? C'est un processus par lequel les entreprises ou les gouvernements peuvent compenser leurs émissions en investissant dans des mesures qui permettent d'absorber ou de réduire ou d'éviter les émissions ailleurs. Bon, ça ne date pas d'hier, mais la véritable montée en puissance de ces mesures depuis plusieurs années. Il s'agit d'un marché de crédit carbone, un marché de quotas, et souvent les pays en développement sont concernés, puisque nombre de projets qui visent à réduire les émissions sont basés dans des pays en développement, donc par exemple là où est située la forêt tropicale. Donc il y a beaucoup de projets de ce type en Amérique latine, dans ma région par exemple. Ainsi, en théorie, ce sont des mesures qui peuvent réduire les émissions, mais il y a de nombreux cas de figure où les projets de compensation ne portent pas leurs fruits et ne permettent pas d'obtenir les résultats escomptés. Bon, il y a beaucoup d'allégations au niveau des communautés locales ou autochtones qui disent qu'on ne les a pas consultés à l'heure de développer ces projets
Et donc, il y a beaucoup de choses assez louches dans ce domaine. Je voulais partager un exemple avec cela. Il y a un projet intéressant qui a été mené par un réseau de journalistes d'investigation implantés en Amérique latine. C'est le CLIP, le Centre d'Amérique latine pour le journalisme d'investigation. Donc, ils ont publié 2 séries d'articles sur l'émission de carbone, sur la compensation carbone et sur le piégeage et le stockage du carbone. Donc, ce sont des articles qui s'intitulent Carbone gris et carbone opaque. Ils se sont penchés sur des projets dans différents pays d'Amérique latine pour ce qui est des efforts de compensation. Et ils ont constaté que beaucoup de ces projets ont de véritables problèmes quant à la façon dont ils sont déployés. Souvent, il n'y a pas de vigilance, il n'y a pas de consultation préalable avec les parties prenantes. Alors, voici une capture d'écran de ce que vous pouvez voir sur le site web du CLIP. Donc, voici l'une des séries qui s'intitule Carbono Opaco. Donc, on voit à droite tous les articles dans le cadre de cette série d'articles. Donc, il y a des projets en Équateur, au Paraguay, en Bolivie. Pour ces recherches, ils ont été reconnus et il y a beaucoup d'autres recherches dans ce champ, mais ces 2 projets en particulier, eh bien, vous avez tout intérêt à les consulter. Il y a toute une série d'autres ressources dans ce même champ, mais si vous vous penchez sur la question du zéro émission net, il y a un tracker très intéressant, le Net Zero Tracker. Il s'agit d'une fusion des efforts de 4 organisations de recherche et l'on peut consulter les engagements des pays, des régions, des municipalités, des entreprises en matière de zéro émission nette et s'ils respectent ces engagements. Puis il y a une base de données de l'Agence internationale de l'énergie relative au piégeage du carbone. Sur cette base de données, l'on peut voir tous les projets mis en service ou en cours de planification en matière de piégeage, de transport, de stockage de CO2 de grande envergure. Donc c'est un ensemble assez détaillé d'informations. Et enfin, il y a un projet un peu plus récent qui s'intitule la base de données Offsets Database. Et ce projet recueille des données quant au crédit de compensation et au projet de compensation de par le monde. C'est gratuit, mais il y a environ 15 ou 20 sites web dans mon chapitre. Vous pouvez consulter ces sites web. Vous pouvez vous en inspirer pour écrire un article. Ou si vous avez déjà un sujet sur lequel vous écrivez, eh bien, ces ressources pourront vous aider à étoffer votre récit. Voilà, mon chapitre vraiment visait à intégrer les perspectives de la communauté de par le monde. J'ai parlé avec des journalistes d'Allemagne, d'Amérique latine, d'Espagne, des États-Unis, et l'on voit les coulisses de certains des articles qu'ils ont rédigés pour tout ce qui a trait à l'avenir du secteur des énergies fossiles. Merci et je me réjouis de répondre à vos questions. Formidable. Merci, Fermine. Alors, nous allons vous poser quelques questions dans un premier temps. Alors, je voulais vous demander à tous, les entreprises cotées en bourse ou les entreprises privées, eh bien, modifient souvent leur stratégie. Et j'ai l'impression que nombre d'entre elles se sont éloignées du verdissement et parlent de sécurité énergétique ou de pauvreté énergétique, ou comme Fermil le disait parfois, il y a beaucoup de fausses solutions qui sont mises en avant. Alors, comment est-ce que vous restez à la page de ces efforts en matière de communication? Et comment est-ce que vous maintenez une veille quant à ce que font ces entreprises? Ah, si je puis me le permettre, Fermine. Je pense que le récit change. C'est le raisonnement sous-jacent à mon chapitre.
on ne parle plus simplement de verdissement maintenant. Car bon, oui, le verdissement, en effet, c'est une chose, et Jeff l'a très bien décrit de par son histoire à la COP avec les représentants du secteur des énergies fossiles. Oui, ils sont là depuis un moment, mais maintenant, ils se font de plus en plus présents et ils veulent se présenter comme faisant partie du débat, comme faisant partie de ceux qui cherchent des solutions. Cette liste longue comme le bras des projets qu'ils mettent en avant, eh bien, peuvent parfois receler des solutions. Ce n'est pas comme s'il n'y avait absolument rien qui fonctionnait. Il y a, pour certains projets, une réduction des émissions qui en découle, mais je pense réellement que, au vu de la situation, il faut être beaucoup plus détaillé, beaucoup plus critique, et il faut vraiment faire une formation accélérée pour toutes ces nouvelles technologies qui sont déployées, car elles sont vraiment techniques, vraiment complexes. Il faut échanger avec des experts pour en apprendre davantage. On parlait de verdissement, mais maintenant les choses sont bien plus complexes. Et il va falloir que l'on apprenne comment fonctionne cette technologie, comment l'on peut parler de ces éléments. Et pour bien en parler, il faut bien les comprendre. Donc, ce guide est une bonne ressource, mais vous pouvez également tout simplement parler avec des sources que vous connaissez. Vous pouvez avoir un café avec elles. N'hésitez pas. Beaucoup de chercheurs et d'experts en climat sont tout à fait friands de discussions avec des reporters pour nous parler de sujets que nous ne connaissons peut-être pas forcément. Donc il faut tout à fait reconnaître cela. Et nous ne sommes pas censés forcément connaître tout sur toutes les technologies. Il faut échanger avec ceux qui savent. Avoir une approche hautement technique, eh bien, aide parfois les entreprises à noyer le poisson et à dire, voilà, vous n'êtes pas un économiste, vous n'êtes pas un ingénieur, donc vous ne pouvez pas comprendre. Donc il faut être à la page du point de vue technologique. Ah, Jeff. Alors, merci Fermine, je suis d'accord avec toi. Je m'excuse d'avoir écorché ton prénom auparavant. Amy le disait, le secteur n'est pas figé dans la façon dont il se présente. Et je pense que dans une certaine mesure, l'ère du zéro émission net touche à sa fin. Du moins, dans le sens où les entreprises vont continuer à s'engager en faveur de ce zéro émission net. Mais quels que soient les efforts de communication ou quelquefois les promesses en matière de durabilité, eh bien, je pense qu'il faut toujours en revenir aux fondamentaux de l'entreprise. Où est-ce qu'elle extrait du gaz et du pétrole? Combien de mètres cubes elle extrait? Où elle le vend? Où ces énergies fossiles sont-elles brûlées? Car c'est là que l'entreprise peut être jugée sur ses efforts d'amélioration ou de dégradation du climat. L'Amérique du Nord va exporter de grandes quantités de gaz naturel liquéfié. Et cela est présenté comme une solution au changement climatique par le secteur. Le secteur dit que cela va remplacer le charbon en Asie. Étant donné que le GNL est plus propre, il y aura à la fois une réduction des émissions et une sécurité énergétique. Il est facile d'adhérer à ce récit et de comparer le charbon au gaz. Et l'on peut très rapidement avoir une discussion très touffue à ce propos. Et j'ai eu un moment où je me suis dit un peu Eureka il y a quelque temps. Et je me suis dit, mais il faut toujours extraire du gaz du sol. Et le gaz est une énergie fossile. Et lorsqu'on brûle le gaz, il y a des émissions.
Et si vous si vous générez cette énergie à partir d'énergie renouvelable, il n'y aurait pas d'émissions. Donc ces projets d'exportation de GNL ne sont pas des solutions favorables au climat, car elles donnent lieu à des nouvelles quantités massives d'énergie fossile extraite du sol. Et si le secteur industriel au Canada tient ses objectifs d'exportation de GNL en Asie, eh bien, cela représenterait la première source d'émissions au Canada, au-delà même de la fracturation hydraulique des sables bitumineux. Donc voilà, il faut toujours se pencher sur ce que font les entreprises et sur la façon dont elles dégagent des bénéfices. Megan. Alors, moi, j'aimerais parler du réalignement géopolitique dont nous sommes les témoins actuels, car il y a des nouveaux récits qui émergent. Il y a quelqu'un dans le chat qui nous demande si la transition énergétique va cesser avec l'arrivée de Trump. Bon, ça allait être ma prochaine question de toute façon. Oui. Donald Trump fait des choux gras de la presse actuellement, mais je pense qu'il faut faire un pas en arrière. Alors, toutes les conditions économiques depuis l'accord de Paris ont changé. Donc, le prix des batteries baisse, le prix des renouvelables baisse, les véhicules électriques voient leur prix baisser également, en Chine notamment. En Chine, l'année dernière, à la fin de l'année dernière, plus de la moitié des véhicules vendus étaient des véhicules avec des nouvelles énergies, donc soit électriques ou hybrides. Et donc la demande de pétrole en Chine a atteint son pic l'année dernière. Et donc la Chine exporte de plus en plus de véhicules électriques, de bus électriques vers l'Inde. Il y a des pays qui sont toujours en développement. Ils n'ont pas beaucoup de véhicules dans le pays. Ils se demandent pourquoi ne pas aller directement vers les véhicules électriques. Par exemple, le Rwanda n'immatricule plus de mototaxis à combustible fossile. Donc, l'énergie propre est de plus en plus attrayante. Et pour ce qui est de Trump, donc pendant le premier mandat de Trump, il a ralenti la transition aux États-Unis, ainsi que la collaboration multilatérale, mais il n'a pas fait machine arrière. La transition s'est poursuivie. Et ce mandat, Trump se montre plus agressif. Il détricote les réglementations sur l'efficacité énergétique. Il tente de faire annuler des projets d'énergie renouvelable qui avaient reçu un feu vert. Donc, il y a un gros secteur des renouvelables. Donc ça, c'est vraiment faire machine arrière, en effet. There's also a push. So he's really just trying to. The catchphrase might be the drill baby drill, but that's not really where the industry. Tout le monde entend ce qu'il dit, drill baby drill, fort, bébé fort. Mais en réalité, ce qu'il faut constater, c'est qu'il veut plutôt garantir une demande à long terme et préserver le secteur du pétrole et du gaz et permettre aux entreprises d'agir pendant encore longtemps. Et donc, eux, ils veulent que les géants du gaz et du pétrole soient toujours concurrentiels vis-à-vis des énergies renouvelables et par le biais de sa diplomatie, il veut pousser d'autres pays à reprendre du GNL des États-Unis
Et il veut vraiment faire en sorte que ces exportations soient viables. Je pense que ça, c'est vraiment très inquiétant. Et quel que soit le pays d'où vous venez, si vous voulez faire rendre des comptes à votre gouvernement, pendant qu'ils sont tous en train de se faire à ce nouvel ordre mondial et à voir quel accord ils peuvent trouver avec le gouvernement Trump, il faut se demander si votre gouvernement va ancrer votre pays dans une dépendance aux énergies fossiles en signant des contrats à long terme, plutôt que d'investir dans les infrastructures leur permettant d'aller vers une énergie propre, donc qui est plus propre, qui est plus sûre et qui va vous protéger des montagnes russes de la tarification des énergies fossiles et de vous empêcher de subir cette volatilité de prix. Oui, effectivement, je pense que tout ça, c'est tout à fait utile pour lutter contre ce discours autour de la sécurité énergétique, la lutte contre la précarité énergétique, j'en passe et des meilleurs. Donc, lorsqu'on parle de Trump et de forage, on dit toujours la même chose. La production de gaz et de pétrole a augmenté sous Biden de façon massive. Et donc, l'idée selon laquelle les États-Unis tenteraient de réduire leur production lorsque les démocrates sont au pouvoir, eh bien, c'est totalement erroné, ce n'est pas du tout vrai. Donc, finalement, ces énergies combustibles, elles sont là, quel que soit le gouvernement au pouvoir. Et on a atteint des records sous Biden, les records américains et les records à l'échelle planétaire, vraiment. Donc finalement, rien de neuf sous le soleil, ça ne change pas grand-chose. Alors bien sûr, il y a toute une rhétorique, il y a tout un discours du côté de Trump, avec également ces éléments géopolitiques en dehors des États-Unis. Mais finalement, moi, je me demandais une chose, Jeff. Bon, c'est une question qu'on m'a beaucoup posée. On me demande beaucoup comment est-ce qu'on peut continuer à enquêter dans ce contexte, notamment lorsque le gouvernement est vraiment hostile à l'action climatique. Et je crois qu'on est tous dans des pays avec un gouvernement qui est un peu hostile à cette action climatique. Moi, je me demandais, Fermine, comment ça se passe, par exemple, en Argentine? Ouais, bonne question. Merci. Alors peut-être que certains ne sont pas au courant, mais on a un président en Argentine qui est anti-action climatique, anti-science, anti ce que vous voulez. La liste est longue. Mais il a parlé de la possibilité de quitter l'accord de Paris. Bon, ça n'est pas encore chose faite, mais dans les grandes lignes, toute politique climatique, toute politique environnementale a été purement et simplement interrompue. Bon, alors effectivement, on aura simplement un copier-coller des engagements préalablement pris, rien de plus ambitieux. Bon, donc c'est un petit peu du même acabit qu'au Brésil ou aux États-Unis. C'est un mélange entre les deux finalement. Bon, le Brésil de Bolsonaro, c'est ce à quoi je faisais référence. Bon, alors effectivement, notre président utilise beaucoup Twitter, il publie des posts où il remet en question la science pour ce qui relève du changement climatique. Il utilise des données falsifiées pour remettre en cause même le changement climatique, des chiffres truqués. Donc c'est vraiment très, très inquiétant, notamment parce qu'il a une influence sur les normes, sur le cadre normatif. Et on est confronté à un nouveau problème en Argentine depuis 3-4 ans peut-être, avec effectivement une désinformation, des campagnes de désinformation autour de la science sur le changement climatique. Ça n'existait pas par le passé, mais là, ça se propage à vitesse grand V, même au niveau régional. On voit par exemple qu'au Paraguay, au Brésil, en Argentine, effectivement, cette désinformation, elle a le vent en poupe. Et donc, avoir quelqu'un au pouvoir qui remet en question la véracité du changement climatique, ça a une incidence. Et même pour le public, pour l'opinion publique de façon plus large. C'est quelqu'un qui a été plébiscité vraiment par les électeurs, alors qu'il disait qu'il ne croyait pas au changement climatique. Donc je crois que c'est vraiment très préoccupant en tant que citoyen, en tant que journaliste, en tant que reporter. Ça signifie qu'il faut revenir peut-être au commencement dans notre façon d'écrire nos articles, parce que peut-être que ces personnes prêtent foi à des propos qui sont totalement mensongers.
Donc, il faut vraiment revenir à la base et on ne saurait tenir pour acquis quoi que ce soit, en fait. Il n'y a pas de connaissances préalables sur lesquelles on puisse miser. Il faut vraiment faire œuvre de pédagogie. Il faut expliquer les choses. Il faut vraiment donner beaucoup d'éléments contextuels. Anything you want to add, Jeff, to that? Est-ce que Jeff souhaite rebondir, ajouter quelque chose peut-être? Oui. Bon, moi, j'ai un peu l'impression d'être un vrai disque rayé, mais je crois qu'il faut revenir à la vérité factuelle, donc le pétrole, le gaz, qui procède à l'extraction de ces combustibles, comment est-ce qu'on véhicule certains messages du côté des entreprises pour continuer à pouvoir forer encore et toujours et à exploiter ces combustibles. À une époque où le gouvernement se montre très utile, très hostile, pardon, vis-à-vis des activistes, mettons par exemple sous le gouvernement Trump, moi, ce qui me paraît utile pour faire le tri dans tous ces discours, c'est d'examiner les sources. Donc, d'où émanent ces politiques complètement absurdes, complètement farfelues qui sont déployées par l'administration. Je vous donne un exemple. Donc, il y a un décret de Trump pour interdire l'énergie éolienne. Et donc, dans la presse, on a lu que Trump s'était tourné vers un membre du Congrès pour pour rédiger ce décret. Et donc, ce membre du Congrès, il est sous l'influence de groupes anti-énergie éolienne, de différents think tanks, groupes de réflexion. Et ce sont des entités qui bénéficient de financement de la part de grandes entreprises, de grandes compagnies d'énergie fossile qui souhaitent pouvoir continuer leur exploitation de ces ressources. Donc, je crois qu'on peut toujours remonter le fil et retrouver qui est à l'origine de tout cela. Et on peut donc identifier les personnes au sein de l'entreprise qui sont à l'origine de ces actions. Là, ça peut être assez productif comme approche pour s'y retrouver un petit peu dans ce chaos et pour voir quelles sont les entreprises qui bénéficient de tout cela. Awesome. Okay, I'm gonna pass Merci. to Mel for audience questions now. Thank Voilà, on va you. pouvoir passer aux questions des participants. Effectivement, on a plusieurs questions pour cette session qui sont prévues, donc je vous propose d'y passer sans tarder. Les premières questions qui sont un petit peu liées entre elles sont les suivantes. Alors, comment est-ce qu'on peut mettre en place des mesures pour réglementer ces entreprises et comment est-ce qu'on peut vérifier quelles sont les sommes qui sont dépensées par une entreprise donnée à des fins publicitaires? Voilà, donc vous pouvez tous répondre. Oui, je vais peut-être répondre à la question sur la publicité. C'est difficile d'avoir des informations exactes sur les dépenses des entreprises dans ce domaine. Mais si vous utilisez des outils comme par exemple la bibliothèque Facebook de publicité, eh bien parfois vous avez une somme en dollars qui correspond aux dépenses d'une entreprise dans le domaine de la publicité. Et parfois, c'est très surprenant de voir à quel point ces sommes sont limitées quand on voit la répercussion de ce genre de campagne publicitaire sur ces plateformes, sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça ne coûte pas cher. C'est vraiment très efficace pour eux. Donc, ça peut être un outil intéressant pour avoir un aperçu de cela. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à l'autre question? Oui, je vais peut-être essayer de répondre. Alors, si vous regardez le chapitre du guide, donc il y a un lien vers différentes bases de données qui peuvent s'avérer utiles pour vérifier ces informations. Donc, il y a des informations sur des projets qui visent à compenser les émissions, la neutralité carbone, etc. Donc, voilà, ces liens pourraient s'avérer utiles pour vérifier ces informations et les engagements des entreprises. Moi, j'aurais peut-être encore des ressources à vous proposer pour mesurer l'impact réel des entreprises. Il y a un chercheur qui s'appelle Richard Hiddy qui est à la tête d'une organisation qui s'est efforcée de quantifier l'évolution des émissions, notamment chez les plus grands producteurs de gaz et de pétrole. Et là, ça peut vous fournir un tableau assez intéressant, ventilé par entreprise, avec la contribution de chacune d'entre elles
au changement climatique. Et puis, il y a aussi une autre initiative. Alors là, le nom m'échappe tout de suite, mais vous le retrouverez dans le chapitre dont j'étais responsable. Et là, il s'agit des 430 plus grands gisements de pétrole et de gaz, nouveaux gisements à l'échelle planétaire. Et donc, on regarde un petit peu partout. Et donc, vous pouvez vous intéresser à un gisement spécifique. Vous pouvez voir si ces grands gisements sont, pour certains d'entre eux en tout cas, localisés dans votre pays. Et puis également des éléments sur les émissions potentielles qui pourraient résulter de l'exploitation de ces nouveaux gisements. Thank you, Jeff. Merci beaucoup, Jeff. Une question suivante. Est-ce que les subventions fossiles sont parfois revues à la baisse? Est-ce que vous avez eu vent d'un cas de ce type à l'occasion de vos différentes recherches, dans le cadre de vos investigations? I think that's got to come to me, hasn't it? And I don't have a Allez, ready answer to that. je vais répondre. But if I can check who's asked, and I can try and follow up in writing. I mean, I know Voilà, je pourrais in vérifier. ISD, the example we always give of Je sais like a que positive fossil fuel subsidy reform. du côté I would ISD, say on parle it's toujours easier des réformes to reform consumer subsidies when the like qui ont des effets positifs et c'est toujours plus facile de réformer ces subventions, notamment du côté des conservateurs, lorsqu'il y a une chute des prix de l'énergie. Donc effectivement, là, c'est une fenêtre de tir, c'est une opportunité. Donc là, je crois qu'il y a effectivement des éléments qui sont intéressants à ce niveau-là. Donc effectivement, c'est une occasion de rétrécir l'espace des investissements, quitte tourner vers ces combustibles fossiles et de réorienter tout cela vers les énergies renouvelables. Bon, alors, je crois qu'il va falloir que je vérifie pour compléter ces éléments de réponse. Mais je crois qu'il faut vraiment qu'il y ait une responsabilisation. Donc, il y a toute une série d'engagements internationaux, d'engagements pris par les pays, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et lorsque les budgets sont sous pression, et je crois que là, tous les pays de la planète sont concernés par ce genre de pression budgétaire à l'heure où je vous parle, eh bien là, effectivement, on tente d'accroître l'espace budgétaire, peut-être en renonçant à certaines subventions au bénéfice des énergies fossiles. Alors, il faut veiller à ce que les groupes les plus vulnérables soient protégés, évidemment. Il ne faut pas qu'il y ait de répercussions sur ces entités. Mais chez ISD, c'est vraiment le constat qu'on fait. Puis il y a également des éléments qui sont proposés au gouvernement pour qu'ils puissent prêter main forte aux groupes les plus précaires plutôt que de maintenir cette dépendance. All accountability is good, and there's a positive case to be made for reforming fossil fuel subsidies in whatever your context. Great, thank you, Megan. So we have two more questions, and I think they're also kind of related. One is that somebody wants to know more about how all of this plays out in the global south. So like in poorer countries Alors, il y a across the encore deux world, questions. Comment est-ce que tout ceci s'imbrique aux quatre coins du monde? Quelles sont les répercussions à l'échelle internationale? Et puis, il y a encore une dernière question. Comment est-ce que les entreprises ont une incidence sur les conflits géopolitiques et comment est-ce qu'on peut également enquêter sur cette dimension géopolitique? I can talk briefly about how this is playing out in the global south a little bit. Alors, je peux peut-être revenir sur la situation au niveau du sud global. Là, je crois qu'il y a effectivement beaucoup de recherches intéressantes à effectuer sur le terrain, notamment parce que ce sont certains des pays où les plus grandes entreprises publiques ou privées trouvent les plus grands gisements et négocient des contrats avec les gouvernements. Ces pays en développement, ce sont également des marchés d'exportation pour l'industrie, pour le secteur. Donc, c'est vraiment là-bas que ça se passe. Et je vais vous donner un exemple de ça. Amy et d'autres se sont intéressés aux activités d'Exxon
en Guinée avec l'ouverture de nouveaux gisements sous-marins, des gisements de gaz et de pétrole. Là, c'est un exemple parmi d'autres, mais ça me semble tout à fait parlant. Yeah, just agreeing with Jeff in there. I mean, Oui, effectivement, Jeff, je suis tout à fait d'accord. Il y a beaucoup d'activités en Amérique latine de la part de ces grandes entreprises. Il y a beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements qui sont très favorables, qui souhaitent bénéficier de ces nouveaux projets et qui leur proposent des conditions favorables. Bon, alors là, il y a beaucoup à apprendre, beaucoup de recherches à effectuer. Je crois qu'on peut vraiment enquêter sur ces nouveaux projets, sur les différentes subventions qui sont offertes, sur toutes les thématiques qu'on a abordées à l'occasion de ce webinaire. Vraiment, là, je crois qu'il y a beaucoup de choses à creuser. Et ce sera le cas également dans les prochaines années. Oui, alors, effectivement, l'énergie, ça a été une thématique centrale dans le cadre de la guerre d'agression russe en Ukraine, avec la production d'énergie fossile en provenance de la Russie qui finançait cet effort de guerre russe, et c'est ce sur quoi les sanctions ont agi. Il s'agissait vraiment de couper les vivres à la Russie, d'interrompre cette source de financement en imposant des restrictions d'accès au marché pour la Russie. Donc, il y a eu beaucoup d'articles, de publications, de travaux sur les mesures de contournement pour éviter ces sanctions, sur l'effet, les répercussions réelles de ces sanctions également. Donc, puis il y a également Israël et Gaza. Là, c'est l'autre foyer dont on parle beaucoup. Et donc là, il y a eu une publication qui examinait donc ce qui vient financer les bombardements israéliens à Gaza, notamment dans le secteur de l'énergie. Puis le secteur pétrolier lui-même, d'ailleurs. Les gisements de pétrole peuvent également avoir des répercussions sur la sécurité au Mozambique, par exemple, avec des violations atroces des droits humains sur les sites mêmes d'un complexe de Total Energy au Mozambique. Et Total nie avoir eu vent de ces violations des droits humains. Mais il y a eu effectivement plusieurs articles de Politico tout à fait éloquents. Many analysts say that the prospects of gas wealth, the promise of gas wealth has kind of les perspectives tout à fait intéressantes d'exploitation de ces énergies sont alléchantes dans ces pays, évidemment. Et ça ne fait que creuser, qu'aggraver l'insécurité qui règne sur place. Et il faut vraiment que le Mozambique soit en mesure de commercialiser ce gaz pour honorer ses engagements en termes de développement. Mais la situation sécuritaire leur met des bâtons dans les roues. Donc c'est assez terrible en ce moment au Mozambique. Donc il y a vraiment un lien assez patent entre ces exploitations d'énergie fossile et ces conflits. Merci, Megan. Malheureusement, l'heure tourne. Je crois qu'on va simplement se contenter de remercier le GIGN, nos intervenants, Fermine, Megan, Jeff, l'ensemble des participants qui ont suivi ce webinaire. N'hésitez pas à consulter le fil Twitter, le site Internet pour avoir de plus amples détails sur les événements à venir et sur le guide. Voilà, nous en avons terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup.